parti en tant que haut commissaire au CEA. De 2009 à 2012, vous avez été membre du comité à l'énergie atomique, le fameux CEA, en tant que personnalité qualifiée dans le domaine scientifique et industriel. Et vous avez occupé le poste de haut commissaire à l'énergie atomique. À la suite de votre carrière exceptionnelle, comment s'est déroulée cette période? Votre rôle dans ce poste, les objectifs fixés en tenant compte, bien entendu, des différents défis internationaux pour la France. Bien. Alors, haut commissaire à l'énergie atomique, c'est un poste très particulier. C'était le poste qu'avait Joliot à la création du CEA. Et en fait, ça a été créé pour Joliot, pour qu'il y ait... L'idée, c'était qu'à la tête du CEA, il y a un grand administrateur et un grand scientifique. Et évidemment, Joliot était le grand scientifique. Et puis ensuite, on a gardé ça, mais en fait, mais il est devenu clair que la personne qui dirigeait le CEA, ce n'était pas le haut commissaire, c'était l'administrateur général, donc le grand administrateur, c'est ça qui s'appelle l'administrateur général. Mais le haut commissaire est totalement indépendant, mais les gens ne dépendent pas de lui. Par contre, le haut commissaire est aussi un conseiller à la fois de l'administrateur général et du gouvernement pour des questions sur la science et l'énergie. Et donc, est amené à jouer un rôle important sur la science qui se fait au CEA. Et puis, comme je le dis, des liens avec l'industrie, avec l'énergie, et pas uniquement l'énergie, c'est-à-dire toute demande que le gouvernement peut lui faire. Et, et quand je suis rentrée en France depuis les eaux, et j'étais plongée dans les activités liées à l'année internationale de l'astronomie en tant que présidente de l'IAU. Un jour j'ai un coup de fil de chez le Premier ministre me proposant donc de devenir au commissaire, en me disant très élégamment qu'ils avaient enfin trouvé un poste pour lequel il n'y avait pas d'âge limite, parce que j'avais 65 ans. Voilà, vous-même. Oui. Et effectivement, ils m'avaient proposé d'autres postes pour lesquels j'avais dépassé l'âge. Voilà. Alors, j'ai trouvé ça amusant comme justification et j'ai accepté de le faire parce que c'est évidemment très lié au CEA et que je vous ai dit tout mon intérêt pour le CEA, qui est vraiment énorme. En même temps, c'était évidemment un énorme challenge puisque je connaissais très très bien la recherche fondamentale au CEA. Je connaissais assez bien la recherche technologique. Bon, en particulier, j'avais développé mes détecteurs, mais j'étais beaucoup intéressée à la recherche technologique. Quand j'avais été... vous avez sauté une étape, si vous voulez, entre le moment où je dirigeais l'astronomie au CEA et le moment où je suis allée à l'ISO, j'ai dirigé pendant 5 ans toute la recherche fondamentale en physique et chimie au CEA, donc tous les autres sujets. Et j'étais donc l'une des quelques directeurs du CEA et nous avions une réunion toutes les semaines, l'administrateur général et tous les directeurs, et où on passait en revue tout ce qui se passait au CEA. Donc j'ai eu 5 ans pour voir ce qui se passait chez les autres, et en particulier ce qui se passait dans le nucléaire, dans lequel j'avais jamais travaillé. Mais ça m'a mis très sérieusement au courant de ce qui se passait sur l'énergie nucléaire. Y compris d'ailleurs parce que nous avions aussi le directeur de l'aspect militaire, donc aussi quelques notions de ce qui se passait dans le CEA militaire, avec lequel d'ailleurs la recherche fondamentale avait pas mal de collaboration, parce qu'il y a beaucoup de recherches fondamentales intéressantes à faire, dans lesquelles, en particulier en astrophysique, dans lesquelles on trouvait des compétences exceptionnelles au CEA militaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que sans être l'experte, j'étais pas non plus en train de tomber dans quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Voilà. J'ai besoin d'expliquer ça. Et c'était évidemment extrêmement intéressant. Donc, ça a été 3 années extrêmement intéressantes. Une des choses, première chose auquel j'ai été amenée à participer, c'est que peu de temps après a été mis en place le comité présidé par Juppé et Rocard,
ce qu'on a appelé le grand emprunt pour la France voulait investir dans des investissements d'avenir. Pas chaque fois uniquement dans ce qui va être prêt dans 5 ans, mais sinon quelque chose qui va donner sur le long terme. Et donc, il y avait tout un groupe qui avait été mis en place, et j'en faisais partie. Et du coup, dans ce groupe, j'ai pu, d'une part, pousser beaucoup d'avancées liées à la recherche, en collaboration avec nous étions 3 ou 4 personnes venant du monde de la recherche. Et vous savez que finalement, ce qui a été décidé par ce comité, c'est de mettre 35 milliards d'euros, dont 22 liés à des activités qui avaient à voir avec la recherche scientifique. Donc, on a eu quand même beaucoup de succès là-dedans. Et donc, et là-dedans en particulier, 1 milliard sur des développements liés à l'énergie nucléaire, que j'ai défendu moi-même, qui sont passés également. Donc, c'était évidemment un début intéressant. Puis, j'ai aussi poussé les énergies alternatives, que je dit m'intéresser. Mais j'ai aussi poussé le fait que le CEA était un très bon endroit aussi pour les énergies alternatives. Ce n'est pas la peine de créer, il y avait déjà un commissariat énergie atomique, de ne pas créer un commissariat aux énergies alternatives, mais plutôt d'utiliser les grandes compétences du CEA dans cette direction-là. Donc, en même jour que l'annonce du résultat du grand emprunt, il y a eu l'annonce du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Voilà. Ce qui était vraiment ce que je souhaitais, ce que j'avais poussé. Alors ensuite, c'était à l'époque, le but principal de l'énergie nucléaire, c'était de faire un prototype qui s'appelait Astrid de réacteurs qui fonctionnent avec des neutrons rapides, ce qui est donc des technologies différentes que les neutrons thermiques qui sont utilisés dans toutes les centrales électriques en France en ce moment. Alors, la France avait déjà des expériences là-dessus, en particulier, il y a eu Rhapsody, puis Phoenix, et puis Super Phoenix. Et Super Phoenix avait été fermé. Et cependant, pour l'avenir de l'énergie nucléaire en France, il est très intéressant de pouvoir utiliser les rapides, d'avoir des réacteurs qui utilisent les neutrons rapides, parce que on pourrait du coup utiliser comme combustible l'uranium appauvri qui était resté lorsque on avait préparé le combustible pour les réacteurs actuels. Donc on avait du combustible pour des milliers et des milliers d'années, plus besoin d'aller chercher de l'uranium sous terre. Et puis d'un autre côté aussi, ça permettait de réutiliser quelques-uns des éléments radioactifs, en particulier le plutonium, qui avait été engendré, qui était en train d'être engendré par les réacteurs actuels, et aussi peut-être de brûler certains des éléments les plus nocifs. Étude en cours et qui n'était pas encore entièrement démontrée, mais qu'il était utile de développer. Voilà. Et donc, avant que j'arrive, le gouvernement qui était très pro-nucléaire avait beaucoup poussé pour que, d'accord, on a fermé Superphénix, mais maintenant il faut faire un nouveau prototype avec évidemment des caractéristiques différentes et plus poussées, plus avancées que l'était Superphénix, mais peut-être plus petit par contre. C'était pour les études, c'était pas complètement un prototype de ce qu'on construira plus tard. Et donc le grand travail en énergie nucléaire, c'était ça. Mais il y avait d'autres discussions. Bon, enfin, donc j'ai eu à participer avec des discussions avec les industriels, avec tout le monde, sur en parallèle comment aurions-nous de l'énergie électrique dans les années à venir. Enfin, le débat qu'on a absolument en ce moment, c'est-à-dire, évidemment, on voyait se pointer ce qui arrive en ce moment, c'est-à-dire, premièrement, on aura probablement besoin de prolonger la vie des centrales actuelles. Donc, combien de temps et comment le faire, et donc toutes les études pour prolonger la vie des centrales actuelles. Et deuxièmement, quel type de centrale construira-t-on après? Et quand je suis arrivée, il y avait déjà donc des EPR qui commençaient à être construits. Et c'était
presque le début de la construction du premier en France. Et puis par contre, il y en avait donc un en Finlande et puis en Chine. Et bon, avec celui de Flamanville, donc celui qui est en France, quand moi j'y étais, c'était les débuts. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de déboires et qu'il ne fonctionne toujours pas, mais c'était tout à fait le début des déboires. Donc à l'époque, on pensait que ça allait tout plus vite. Donc le nucléaire était intéressant en soi. Et puis je m'intéressais beaucoup à beaucoup d'autres aspects de recherche qui étaient faits au CEA et à mettre en synergie plusieurs sujets, en particulier tout ce qui avait trait à l'environnement. J'ai créé des dialogues parce qu'on faisait des travaux intéressants pour l'environnement dans tous les coins du CEA. J'ai réussi à ce que tous ces gens se parlent et fassent des choses plus poussées, depuis le CEA militaire qui fait des choses très, très, très intéressantes, jusqu'au CEA civil, depuis le technologique jusqu'à la recherche fondamentale en biologie aussi bien qu'en physique, etc. Donc plein d'activités très intéressantes et tout ça allait très bien lorsqu'est arrivé le fameux tremblement de terre au Japon. Et il se trouve que j'étais au Japon à ce moment-là. Non seulement j'étais au Japon, mais j'étais allée voir les Japonais ne retraitent pas leur combustible. Vous savez qu'en France, on retraite le combustible nucléaire aux usines de La Hague. Les Japonais souhaitaient faire la même chose et étaient depuis des années en pourparlers avec la France pour savoir s'ils allaient acheter à la France des installations pour le faire, ou n'en acheter qu'une partie et construire le reste, etc. Et en attendant, ils entreposaient leurs déchets. Enfin, pas déchets, puisque ils voulaient le réutiliser, leur combustible nucléaire usé dans un certain endroit. Et j'étais allée visiter cet endroit. Donc le matin, j'ai visité leur expositoire, j'ai vu tout leur. Et puis l'après-midi, on s'est réunis dans l'étage du bâtiment qu'il y avait à côté, et qui s'est mis à trembler dans tous les sens. Et c'était le grand tremblement de terre en mars 2011. Et j'avoue que j'étais bien contente que ça nous arrive dans le bâtiment et pas en face des déchets. Bon. Et à partir de là, bon, je ne vous raconte pas la suite de mon histoire, qui évidemment n'a pas été, a été assez aventureuse. Bien entendu, je suis rentrée en France. Mais comme vous le savez, quelques temps après, on s'est rendu compte que, lié à ce tremblement de terre, il y avait eu une centrale à Fukushima qui s'était trouvée inondée, et que les dispositifs qui auraient dû justement arrêter la combustion de certains des éléments dans le cœur du réacteur, l'eau n'était pas disponible correctement et il y a eu donc le fameux incident de Fukushima. Alors, ça n'a fait, disons en France en tout cas, et peut-être dans d'autres pays, bon, il y a eu d'une part, je ne me souviens plus si c'était une trentaine de milliers de morts, ou 20 000 morts, ou 30 000 morts par le tremblement de terre, et 0 mort par Fukushima. Mais si vous demandiez à un Français dans la rue, il vous disait que Fukushima avait tué 30 000 personnes, ce qui était absolument faux. Et reste faux. En fait, il y a aujourd'hui encore aucune mort que l'on puisse attribuer directement à l'incident nucléaire de Fukushima. Mais évidemment, c'était quand même un incident nucléaire extrêmement grave et ça a été un grand coup d'arrêt, en tout cas de doute sur l'énergie nucléaire dans le monde entier. À l'époque, la France était très préoccupée, en particulier de vendre des centrales à l'étranger, et là, ça peut arrêter ça. Alors, l'EPR avait déjà été inventé pour avoir beaucoup plus de sécurité que de, de sûreté, je veux dire, que les centrales antérieures. Mais en France, on s'est lancé très rapidement, mais dans le monde entier,
Tout le monde s'est lancé dans des études pour sécuriser encore tous les réacteurs nucléaires du monde, et en particulier s'assurer qu'il ne pourrait pas y arriver quelque chose comme à Fukushima, c'est-à-dire qu'il y ait toujours la possibilité de ramener de l'eau en cas d'incident, etc. Parce que sinon, malgré tout, à Fukushima, on a vu que avec le tremblement de terre et tout, la centrale, elle s'est arrêtée, tout ça a fonctionné parfaitement. S'ils avaient tout simplement eu de l'à côté, il ne serait rien passé du tout, hein. Donc, il y avait en gros le système d'arrêt, tout ça fonctionnait parfaitement, mais on a décidé d'équiper toutes les centrales françaises de ce qu'il faut. À chaque fois, pour chacune, on a cherché le pire qui pourrait lui arriver, puis on l'a multiplié par 3, puis ensuite on a mis tout ce qu'il fallait pour répondre à ça. Donc, c'était ça la grande occupation, jusqu'à quand est arrivé 2012 et que je suis partie. Voilà. Là, je vous ai résumé ce que j'ai fait en tant que haut-commissaire. Très bien, très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, quels sont selon vous les différents challenges de la nouvelle génération de scientifiques français et européens en tenant compte de vos efforts de création, de développement de grandes infrastructures comme le VLT, de l'astronomie au sol, sous la direction de l'ESO, mais aussi en tenant compte, bien entendu, des différentes crises politiques à l'international dans pas mal de pays qui fragilisent le financement et la formation de scientifiques de très haut calibre. Oui, évidemment, on peut dire qu'on fragilise la formation des scientifiques, mais j'ai presque envie de dire que c'est une généralité parce qu'on peut dire que tout est fragilisé dans le monde actuel. On peut Oui, s'amuser à voir tout en noir et dire, mon Dieu, avec ce qui arrive, le changement climatique, la guerre en Ukraine, baissons les bras et ne faisons plus rien. Donc, je ne pense pas ça. Alors, je suis personnellement, évidemment, très préoccupée par chacune de ces deux choses et par bien d'autres. Mais il faut absolument aller de l'avant en tout. Et en ce qui concerne, et en particulier, je ne vois aucune raison de fragiliser la formation. Même les Ukrainiens continuent à essayer de faire de la science. Et on est en échange avec eux, et il y en aura quelques-uns, etc. Donc, et puis, je pense que en ce qui concerne les relations internationales, euh, les échanges scientifiques tournés vers la recherche fondamentale, ce qui est évidemment le cas pour l'astronomie, peuvent plutôt servir de lien et de pont entre des pays pour lesquels il y a des problèmes politiques par ailleurs. Moi, je pense que des choses comme l'Union astronomique internationale ou le COSPAR, en ce moment, je suis vice-présidente du COSPAR, qui est le comité des, des études de la science spatiale, un comité mondial des sciences spatiales, que joue un peu le rôle de l'IAU, mais pour les sciences spatiales, pas uniquement l'astronomie, mais dans tous les sujets où les sciences spatiales, en particulier évidemment l'étude de la Terre et bien d'autres. Ce sont des endroits où où il faut tenter de continuer à avoir des échanges internationaux et on peut même continuer à avoir de la coopération internationale et tenter de faire que l'humanité garde quand même une dimension d'humanité quelque part. Voilà, c'est mon point de vue. très bien, très bien, très bien. Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et l'astronomie et le spatial en particulier? Ah, je leur considère, je leur conseille fortement d'y aller. S'ils en ont les- La seule façon de savoir s'ils ont les dons et les choses requises, c'est d'essayer. Donc, il faut essayer. Et en particulier, évidemment, l'astronomie, justement, c'est merveilleux au milieu de tous les problèmes qu'il y a sur la Terre, de pouvoir s'en extraire et de se demander comment fonctionne l'univers. Moi, j'avoue que
ça m'a apporté énormément toute ma vie et ça m'apporte énormément aujourd'hui. Et en même temps, c'est important et c'est intéressant pour toute l'humanité. C'est vraiment quelque chose qu'on apporte. Et en plus, et ensuite, c'est ce que nous disions tout à l'heure pour Astronomie pour le développement, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire de l'astronomie quelques années et ensuite faire autre chose. L'astronomie est une science extrêmement très formateur. Nous avons, par exemple, d'excellents postdocs qui sont devenus, qui ont ensuite été faire des, des simulations utiles pour l'économie, dans les banques, euh, ou, bon, ou des choses peut-être aussi plus pratiques. Mais disons, donc ça vaut vraiment la peine de tenter d'y aller, ne serait-ce que pour quelques années, si on considère que, évidemment, le problème en astronomie, c'est qu'après, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, en astronomie, c'est intéressant que si vous faites quelque chose qui n'a encore jamais été fait, si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pas très facile. Mais c'est toujours passionnant de le faire quelque temps, et puis après, si on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à faire ça toute sa vie, c'est tout à fait possible de bifurquer. Donc, et je pense aussi que les sciences et les techniques sont plus importantes que jamais. Justement parce qu'il y a tellement de problèmes dans le monde, si on se dit, bon, on va laisser les sciences et les techniques aux autres, on va se continuer d'apprendre à pousser sur des boutons pour faire marcher nos petits trucs électroniques, c'est une erreur terrible. Donc c'est très très important d'essayer si possible, d'en faire, ou si on n'en fait pas, au moins d'essayer de comprendre comment ça marche. Mm. Y compris pour les politiques d'ailleurs. Si les politiques doivent prendre des décisions importantes, il faut qu'ils comprennent comment ces choses-là marchent.